Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la méthode. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir des acteurs pertinents qui pourraient servir à votre activité d'avocat. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la méthode, je vous laisse découvrir ma conversation avec Serge Papot. Serge Papot est le fondateur de la société Nomination. Nomination est une solution digitale qui permet aux entreprises de développer leur développement commercial en ayant de l'information pertinente, ce qui leur permet de pouvoir contacter les bonnes personnes au bon moment en fonction de leur projet, de ce qu'ils souhaitent les vendre. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Serge Papot. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Serge Papot, je suis ravi de te recevoir parce que maintenant bonjour on se connaît Valentin. depuis 2 ans. Ouais. Tu es le patron de la société Nomination, nomination.fr. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu es là, etc. Aujourd'hui, on va parler de stratégie commerciale et de vente. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours, sur qui tu es. Serge Papot, qui es-tu ? Eh bien, je suis un être bizarroïde avec un parcours non linéaire, puisque après avoir sévi dans l'événementiel, l'organisation d'événements, de fêtes et la musique, j'ai travaillé dans la presse chez Prisma pendant quelques années. J'ai rejoint une start-up qui s'appelait Boo.com, qui vendait des fringues sur Internet en 99-2000, au moment de la bulle. Et puis j'ai créé Nomination en 2002. Voilà. Pourquoi tu as créé Nomination ? C'est quoi Nomination ? C'est quoi votre job ? Alors, le point initial qui a déclenché Nomination, c'est la volonté de permettre à des commerciaux, on va dire un peu seniors, de pouvoir plus facilement déclencher des conversations avec du top level. Voilà, donc on a lancé Nomination en 2002 sur un principe d'industrialiser les carnets nomination que tu connais, carnets des échos, etc. Donc il y en a un peu partout dans la presse. Et on a transformé cette information en service, où tu pouvais avoir sur un seul et unique support toutes les nominations de manière personnalisée. Donc je m'intéresse aux directions marketing et j'ai pas envie d'avoir autre chose. Ainsi que les coordonnées des gens pour pouvoir être actionnable derrière. Donc le but, c'était de faire gagner du temps et de déclencher des conversations, puisque la nomination est une belle opportunité de rentrer en contact avec quelqu'un. Donc finalement, tu commences par la presse en donnant finalement de l'information sous un format éditorial. Newsletter, newsletter ou dans les échos ou n'importe où tu voyais les nominations des patrons, des DRH, des directeurs marketing, donc des C-level dans les entreprises. Ça a bien plu, ça a bien fonctionné. Et là derrière, tu as poussé ça pour fournir un service. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc en fait, on a démarré de zéro. Donc on pigeait la presse. Hein. On s'était abonné à plein de journaux professionnels. Et on saisissait tout ça dans une base de données. On qualifiait tout ça par téléphone. Et ensuite, on segmentait les newsletters en fonction des profils de chacun pour leur pousser les bonnes informations sur les bonnes personnes. Donc voilà, ça c'était le début. Ça c'est en 2002. Ça c'est en 2002, Comment dans la cave. Un peu, là Et ben ensuite on a lancé, donc les 2-3 premières années ont été assez rock'n'roll du point de vue business, parce que l'abonnement c'est entre 2 et 5 000 euros par an pour recevoir une newsletter. C'était quand même pas, fallait vraiment tomber sur des gens un peu cher, qui savent que c'est vraiment ça, il y a beaucoup de valeur derrière et qu'on peut vraiment faire beaucoup de business. Donc ça s'adresse à des gens assez éduqués sur le sujet. Et 3 ans plus tard, en 2005, on a lancé la première version de notre SaaS. Donc là, c'est une plateforme en ligne où tu pouvais retrouver des débuts d'organigramme. Début, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas encore très complets. On a commencé avec 40 000 contacts en ligne. Et donc, une proposition de valeur un petit peu plus large, puisque ce n'était pas que le flux de nomination, mais c'est également, je veux savoir qui fait quoi sur tel compte, j'ai son nom et je peux le contacter. Je peux faire des listes de prospection. Enfin, on commençait à rentrer dans un univers vraiment sales and marketing. Ensuite, on a lancé un module marketing qui permet à des cabinets d'avocats, par exemple, d'organiser des événements et de pousser une invitation aux 500 DRH sur tel et tel sujet. Et on a lancé derrière des connecteurs et des apps avec des éditeurs de CRM, type Salesforce, Microsoft, et très récemment avec HubSpot.
Voilà. Donc, on a toujours été tirés par nos clients qui nous ont dit faites ci, faites ça. Enfin, c'est là qu'il faut que vous alliez. C'est ça. Voilà nos besoins. Donc, on a écouté nos clients et on a fait notre petit bonhomme de chemin comme ça. Très clair. Et donc aujourd'hui, finalement, tu permets à des équipes de vente, finalement, de trouver la bonne personne, de pouvoir la contacter facilement, puisque directement sur ton outil, tu peux enregistrer des modèles de mail pour rentrer en contact avec quelqu'un, tu peux obtenir son numéro de téléphone, tu peux voir son poste au sein de l'entreprise, qui était jusqu'à présent une donnée qui était relativement opaque, avant que LinkedIn arrive, mais ça n'a rien à voir avec LinkedIn ce que tu proposes, étant donné que vraiment tu as une vision globale sur l'entreprise, tu as des informations sur les budgets, sur ce qui est dépensé, sur le rôle de chacun au sein de l'organisation, et ce qui n'est absolument pas le cas avec une société comme LinkedIn. Absolument. On a construit une nomination pour des sales au sens large. Ça peut être un associé dans un cabinet d'avocats, mais c'est pour des gens qui sont dans une fonction commerciale pour créer de la relation, pour comprendre un compte et pour vendre de la valeur. C'est ça, on a une posture de niche assumée. Donc on va beaucoup plus loin que LinkedIn forcément, puisque LinkedIn, c'est comme l'ADN de LinkedIn, c'est plus RH, c'est quand même plus de la moitié du chiffre d'affaires de LinkedIn. C'est des recruteurs et des DRH qui souscrivent à la plateforme dans le but de recruter des gens. Donc c'est pas la même chose. Ça pourrait ressembler, mais c'est pas la même chose. Et ce que je tiens à dire dans le parcours, c'est qu'on a commencé donc avec plutôt une posture d'annuaire qualifié de décideur. Et en 2015, on a entamé un pivot pour basculer une posture d'annuaire qui apportait de moins en moins de valeur, parce que l'information devenait une commodité, tu l'as trouvé sur LinkedIn, etc., à une posture d'éditeur de solutions, de développement commercial. Donc toujours avec de la data qualifiée, donc le fuel, il faut toujours un très bon fuel, parce que sans le fuel, tu peux rien faire. Mais on a beaucoup investi dans le développement de fonctionnalités sur la plateforme pour aider les sales et les marketing qui sont nos clients à bien exploiter la data. Voilà, comment tu vas mettre justement le fuel? Comment tu vas le collecter, ce fuel, ces données, par exemple? Comment on pourrait avoir alors c'est peut-être un exemple pourri, mais le mail, le numéro de téléphone de Bernard Arnault? Comment tu arrives à l'obtenir? Alors je vais pas livrer tous nos secrets de fabrication, mais on est aidé, on est beaucoup aidé, parce qu'en fait, comme ça fait quand même maintenant 20 ans qu'on anime les carnets des échos, on a 200 partenaires, médias, réseau d'anciens élèves, institutions, donc on a une posture un peu qui est pas notre modèle économique, mais une posture un peu institutionnelle de fil AFP des nominations, qui fait que quand on appelle des directions de la communication, quand on appelle des gens dans les entreprises, on obtient quand même pas mal de renseignements. Alors, c'est clair. Voilà, donc après, c'est pas toujours facile, mais disons qu'on est vraiment aidé par l'image qu'on a dans les entreprises. Et alors, je sais que tu bosses avec des cabinets d'avocats. Est-ce que tu as des questions de temps à autre qui sont relatives au RGPD? Bien sûr. On l'a quasiment chez tous nos clients, chez les clients de la tech, les éditeurs américains qui sont psychopathes du RGPD. Mais justement, en fait, nous, quand le RGPD est arrivé en 2017, je crois, enfin la version officielle, je crois que c'était ça, en fait, on était déjà assez RGPD compliant, puisque dès le début, dès le premier jour, on appelait les gens pour collecter leur information et leur envoyer un mail vers leur profil. Donc on avait déjà cette logique de transparence vis-à-vis des décideurs pour leur dire voilà ce qu'on a collecté sur toi, est-ce que ça te va? Alors c'était plus dans l'idée qu'ils complètent son profil, mais il y avait déjà un lien de désinscription. Donc on a rajouté des choses, par exemple la durée de conservation de 3 ans, ça y était, on le faisait pas, donc là on l'a mis en place, donc on est monté d'un cran, mais on n'était pas des gros voyous qui font ça en loose day dans un pays offshore et qui scrapent de la data sur le dark web. Voilà, très clair. Donc vous avez déjà en fait cet ADN-là, et en fait le RGPD est venu renforcer. Quelque part une de nos forces en fait qu'on n'avait jamais vraiment valorisé en fait en tant que tel. Mais ce qui a dû être un avantage concurrentiel pour vous, parce que vous n'êtes pas la seule entreprise qui réalisait ce genre de choses, et sur ce secteur-là, il y avait des gens justement qui allaient scraper de la data de façon un peu sale, et donc ça a dû amoindrir, ou en tout cas affaiblir certains acteurs qui pouvaient être vos concurrents. C'est vrai. Alors après, il y a ceux qui le font pour de vrai et qui le disent, comme nous, et ceux qui le font pas pour de vrai, mais qui le disent très très bien. Donc il y a des belles promesses. Donc bon, après, est-ce que le client il voit clair dans tout ça? Je sais pas, mais dans tout cas, ça nous a
nous a plutôt aidé. Dans tous les cas, on passe tous les tests de sécurité IT, de RGPD chez des boîtes, chez des KPMG, des SAP, enfin des gens qui sont des Microsoft, des gens qui sont quand même bien... Des solides, quoi. Des gros solides et bien à cheval sur ces trucs-là, quoi. Ok, très clair. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les clés de la stratégie commerciale selon toi et surtout ce que permet Nomination justement en s'intégrant dans une stratégie commerciale? On va se positionner un petit peu sur les cabinets d'avocats parce que ce sont nos auditeurs. Bien sûr. Donc, si tu pouvais nous donner un petit peu ta vision par rapport à ça. Bien sûr. Alors, je peux décrire un peu ce qu'on fait avec les cabinets d'avocats aujourd'hui. Il y a plusieurs axes. Il y a un premier axe où on travaille avec la direction marketing et plutôt CRM. Donc là, on parle des cabinets d'avocats qui ont une certaine taille, qui ont un CRM avec de la data à l'intérieur. Et le marketing s'est battu pendant des mois pour essayer de convaincre les associés de mettre des ronds dans la qualité de la donnée. Parce que shit in, shit out, si tu n'as pas une bonne donnée, de toute façon, tu ne vas pas t'adresser aux bonnes personnes quand tu vas les inviter à des events, quand tu vas pousser des contenus. Et ça va donner moins de résultats. Donc premier axe, on aide les cabinets à sécuriser leurs données et à toucher les bonnes personnes. Toucher les bonnes personnes, c'est avoir déjà des contacts qui sont fiables, mais c'est aussi avoir les bonnes cibles. Parce que tu peux très bien avoir des contacts qui sont fiables, mais en fait, il t'en manque un paquet. Il te manque le directeur juridique de telle boîte, le directeur de la propriété intellectuelle de telle boîte. Donc on complète aussi, on en profite pour boucher un peu les trous et pour faire en sorte que le cabinet couvre bien son marché. Donc un axe plutôt data, plutôt technique, où notre client, c'est vraiment le marketing. D'accord. Donc là, finalement, on renforce les données qui sont déjà présentes au sein des cabinets. Ouais. On les nettoie. On les segmente. Les belles informations. On va les segmenter pour pouvoir finalement trouver la bonne personne au bon moment. Et faire du bon ciblage. C'est ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien d'avoir de la donnée qui est quali, mais on en fait quoi? Eh ben, alors, usage numéro 1 dans les cabinets, c'est shooter des campagnes pour des events. Donc concrètement, je fais un événement sur le private equity dans la zone d'Europe du Nord. Je suis White & Case ou Latham & Watkins. Je vais shooter ça à l'ensemble des contacts et des décideurs pertinents qui pourraient être intéressés par ce sujet. C'est ça. Donc, et c'est là où le ciblage est presque aussi important que la fiabilité de l'information. Je dirais même aussi important que la fiabilité de l'information. C'est OK, tu as les bonnes personnes avec les bonnes fonctions, les bons emails et tout ce qu'il faut. Mais il faut qu'ils soient bien rangés dans la bonne case. Parce que si tu veux faire un ciblage fin, si tu veux faire les mecs qui sont en charge de l'innovation dans les biotech en Ile-de-France et plutôt des biotech en forte croissance, si tu n'as pas les bons critères de segmentation, tu ne vas pas y arriver. Et tu vas taper à côté. Tu vas taper flou, tu vas faire du flou. Et donc, tu vas être beaucoup moins pertinent, en fait. Tu ne vas pas faire venir les bonnes personnes. Et ça, finalement, ce qu'attend l'associé, c'est quand il vient à l'event, c'est de rencontrer des gens qui l'intéressent. Et puis même, sinon, les cibles qui n'étaient finalement pas des cibles vont penser que le cabinet d'avocat est un tocard. Complètement. En plus, il y a un problème effectivement de crédibilité, d'image sur le marché et de réputation. Ouais, absolument. Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est l'usage numéro 1. Ensuite... on a des cabinets avocats où il y a une équipe BD, plus ou moins proactive, selon leur seniorité, selon l'espace de liberté que leur laissent les avocats. Je te vois sourire. Et donc il y en a qui font plutôt du one-to-one. J'ai même vu des responsables BD qui prenaient leur téléphone et leur mail pour contacter des gens suite à une nomination ou suite à une intervention d'une conférence d'un directeur de l'innovation de telle boîte, et ils le contactent pour lui proposer un déjeuner avec l'avocat qui a traité justement il n'y a pas longtemps un dossier de brand sur tel sujet et qui a organisé des déjeuners et des rendez-vous avec l'associé. Et là, on est Mireia Radojevic dans ses propos. je tairai son nom. Et donc là, l'associé, tout d'un coup, quand il voit arriver ça, il dit ouais, super. Enfin, il n'est pas contre. Il y a des freins psychologiques, mais quand le résultat arrive, ça marche bien. Donc ça, c'est un usage BD assez fin. C'est de la veille.
c'est approcher des gens au bon moment, de manière très chirurgicale. Ça, les avocats n'ont pas le temps de le faire. Ils n'ont pas forcément envie de le faire non plus. Je pense qu'il y a un vrai frein culturel à approcher des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un vrai sujet tripal chez les avocats. Et pourtant, c'est toute la problématique, c'est que c'est eux les experts, c'est eux qui sont légitimes pour prendre la parole sur le marché, mais ils savent pas faire ça, ils veulent pas faire ça, et ils accordent pas forcément leur confiance à des équipes internes pour le faire pour eux. Donc ça tourne en rond en fait. Et puis surtout que c'est eux qui vont vendre et c'est leurs équipes qui vont produire. Oui. En réalité, le fait de pouvoir avoir un intermédiaire BD, c'est une bonne chose, mais ça veut dire que déjà, une personne ne peut pas traiter 60 associés ou donner des rendez-vous à 60 associés, puisque quand tu regardes dans une équipe de sales, tu as un SDR pour un account exécutif, et donc pour une personne qui va signer finalement le devis, et donc il faudrait qu'on ait 60 personnes en charge de business développement pour 60 associés, ce qui n'est pas possible, ou en tout cas ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. La deuxième chose que ça signifie, ça veut dire que dans les cabinets d'avocats dans lesquels tu n'as pas de business développement, en réalité, tu n'as pas ces approches directes à destination des décideurs. Non. Et la troisième chose, ça veut aussi dire que finalement, les cabinets qu'on voit au quotidien, que nous voyons au quotidien, c'est des cabinets dans lesquels en fait le BD est en charge de faire des petits événements marketing, etc., éventuellement de paramétrer le CRM, mais ne va pas directement au front. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un gap entre ce qui est possible de faire aujourd'hui et ce qui est réellement fait en termes de développement. Il y a un angle mort. Alors on a sorti très récemment, on l'a sorti là au mois de juillet, une fonctionnalité dans laquelle je mise beaucoup d'espoir, et notamment chez les avocats, qui est une fonctionnalité qu'on a appelée de Sales Automation. Ouais. Donc concrètement, c'est une fonctionnalité qui permet d'automatiser l'envoi des mails one-to-one et les relances mails. Au nom de l'associé. Donc, je te projette. Je prends un exemple. L'associé, il rêverait de rentrer sur tel et tel compte et de rencontrer telle et telle personne. Et il a une espèce de dream list de 50, 100, 200 personnes à qui il a vraiment des choses à raconter, mais il ne sait pas comment les contacter, il n'a pas envie, enfin bref, problème habituel. Donc, la fonctionnalité, en fait, permet de connecter nomination à la boîte mail de l'associé. Donc, on ne lit pas les mails, tout ça est super clean d'un point de vue RGPD. C'est une intégration qui va de nomination vers la boîte mail, mais pas la même. Exactement. Et ça permet, donc une fois que tu as fait ton ciblage, donc là, c'est un travail conjoint entre l'associé et le marketing. Le marketing fait un premier ciblage, le fait valider par l'associé. Le marketing fait valider les templates de mail, parce qu'en fait, toute l'astuce, c'est de non pas envoyer juste un mail, mais c'est d'en envoyer plusieurs, c'est de faire du nurturing, et c'est d'envoyer un premier mail où on va plutôt pousser un contenu, un article. Donc, il ne s'agit pas de faire, c'est pas parce qu'on envoie un mail qu'on fait n'importe quoi et qu'on fait quelque chose de pas qualitatif. Donc, on pousse un contenu, on apporte de la valeur. Le deuxième, on l'invite à un événement. Et le troisième, on peut imaginer de lui proposer un call, voire de l'inviter à un déjeuner avec d'autres personnes qu'il peut rencontrer, de son secteur. Enfin, voilà. Donc, c'est des séquences de mails dont l'envoi est automatisé, piloté par le marketing, mais tous les mails partent de la boîte mail de l'associé, et le livrable de ce truc-là, c'est pas des ouverts, des clickers, c'est des replies. C'est des replies. Tu peux avoir 1, 2, 5% de replies. Mais c'est énorme. Tu as des replies, tu as des gens qui vont répondre favorablement aux mails. Donc c'est comme si l'associé, c'est lui qui prend la parole. C'est sa signature de mail, c'est son mail normal, c'est exactement la même chose. Et les replies vont chez lui. Sauf que donc, le temps et la charge est déporté au marketing. Et je pense que ça va permettre de faire deux choses. Ça va permettre d'approcher des gens qu'on ne connaît pas de manière assez ciblée. Ça peut être 2-3 personnes par semaine picorées dans un flux de nomination ou dans un flux de speaker en disant lui c'est... Tu sais, tu l'as vécu 1000 fois, l'associé qui voit passer un truc. Ah, il y a un truc qui est intervenu à telle conférence, il faudrait vraiment que je lui... Ça serait génial, ce mec-là, je veux le rencontrer.
Sauf qu'il n'a pas le temps, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi lui écrire, etc. Donc, typiquement, d'avoir un flux régulier ultra qualitatif où tu as quelques pépites qui sortent régulièrement sur un radar et tu les ajoutes à une séquence, tu fais add et boum, le mec il va recevoir sa séquence en espérant qu'il réponde. Ou qu'il s'inscrive à un event. Ça, c'est le premier point, c'est approcher des nouvelles personnes très ciblées. Et la deuxième chose, c'est le lead nurturing. Il y a un gros talon d'Achille dans un cabinet avocat. Ils organisent plein d'events, ils poussent plein de contenu. Mais c'est le début de l'histoire, en fait. Le mec, il est venu à l'événement. Et derrière, il s'est rien passé. Et derrière, il se passe rien. Et donc, ces gens-là, il faut les ajouter à une séquence pour les nurturer jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un déclenchement d'une discussion one-to-one avec l'associé. Mais ça, il m'est arrivé une histoire. Donc j'étais en août, j'étais en vacances en Italie, et il y a un avocat que j'adore qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Valentin, tu m'avais dit de faire des formations, mais les formations, ça marche pas. » Je dis « Ok, explique-moi ce que tu as fait, explique-moi ce qui s'est passé. » Il réalise une formation sur laquelle il a une vingtaine de personnes qui viennent au sein de son cabinet d'avocat. Il dispense sa formation et derrière il me dit personne ne m'a recontacté pour un dossier. Tu rêves, Coco. Mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est parce que je lui ai dit. Je lui ai dit mais écoute voilà, il y a des statistiques en marketing qui existent qui expliquent que pour pouvoir convertir un prospect ou quelqu'un qui commence à s'intéresser à toi en client, il est nécessaire d'avoir au moins 7 contacts avec lui. Si cette personne vient assister à une formation et que derrière elle ne te recontacte pas, c'est normal. En réalité, il faut que toi, tu puisses la recontacter, pas pour essayer de faire le vendeur de tapis et essayer de lui vendre quelque chose, mais prétexter le fait que tu as envie d'améliorer tes formations, reprendre contact avec lui pour créer un lien humain avec la personne. Et je mets une deuxième statistique là-dessus, après je te rends la parole, c'est qu'il y a une étude de la Harvard Business Review qui est sortie en janvier 2022 qui explique que 60% de la décision de la part d'un décideur n'est pas prise sur le produit, mais est prise sur la personne qui lui vend et sur la relation avec la personne qui est rendue. Et si derrière, il n'y a pas d'émotionnel, si derrière, il n'y a pas de lien qui est suivi, etc., il n'y a aucune chance de réussir à vendre. Oui, absolument, complètement. Et les 7 points de contact, oui, effectivement, j'avais ce chiffre en tête. Et donc... cette séquence de mails, d'ailleurs, donc c'est quelque chose, c'est un principe qui existe, on l'a pas inventé. Il y a des éditeurs de logiciels qui font ça. Ça sévit dans les startups, plutôt dans le monde de la tech. Il y en a qui ont carrément fait une science. Enfin, c'est des gens qui sont copywriters, des copywriters de malades qui ont créé une usine à production de templates de mails. Donc ça se prépare bien. Il faut bien lécher les mails. Ça doit être évidemment validé par l'associé, mais un cabinet d'avocats, ils ont des events, ils organisent des events qui sont plutôt intéressants. Ils produisent du contenu, enfin il y en a qui écrivent des articles. Ils ont des actus, ils font partie enfin ils gagnent des prix, etc., etc. Donc le cabinet d'avocat est plutôt une bonne posture pour apporter de la valeur. Il produit des choses qui vont apporter quelque chose à la personne. Donc c'est juste que c'est pas bien exploité, quoi. Mais en réalité, je pense que le problème... Alors, il y a plusieurs problèmes. Tu as déjà un problème, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, de culture. L'avocat n'est pas été acculturé au développement commercial, au marketing. Je pense que c'est dû en grande partie à la déontologie et au changement, notamment dû à la digitalisation et à la transparence de l'information, mais aussi dû au statut de l'avocat. L'avocat ne veut pas mettre ses contacts sur un CRM, ne veut pas donner ses contacts au marketing, par crainte que s'il souhaite partir, finalement, ses clients ne soient plus ses clients, mais deviennent les clients du cabinet. Ouais. Ce qu'on n'a pas du tout dans les cabinets américains, ce qu'on n'a pas du tout dans les cabinets anglo-saxons. Ouais. Enfin, ce qu'on n'a pas du tout. Ce qu'on a un peu moins dans les cabinets américains, ce qu'on a un peu moins dans les cabinets anglo-saxons. Mais aujourd'hui, les avocats dans les cabinets français, associés, demeurent des entités autonomes et ne donnent pas d'informations marketing. Le marketing se bat pour aller chercher de l'info. Et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si on fonctionne comme ça, autant ne pas avoir de marketing. Bah oui, c'est pas la peine d'avoir un CRM. Sais pas si toi tu vois toujours tu moins quand même. Alors okay. je vois exactement ce que tu veux dire et c'est pas, ça a pas disparu, mais quand même, je pense que le marché en 10 ans, d'un point de vue psychologique, culturel, a quand même pas mal évolué là-dessus. Parce que ceux qui acceptent de jouer le jeu, de synchroniser leur Outlook avec le CRM, ok, ils filent leur contact, mais en échange, entre guillemets, ils vont avoir des mises à jour. Enfin, si tant est que le cabinet organise des trucs dans ce sens-là. Donc, et puis, il voit bien que globalement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, en fait, à faire ça. Alors, nous, on est
notre focal est un petit peu... Alors oui, par la data, on sécurise la donnée client. Mais là, ce dont je te parle avec les séquences de mails, on est plus sur aider l'associé à rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles conversations avec des boîtes on est plus sur du new que sur des contacts qu'il connaît déjà et qui de toute façon seraient exclus des envois. Donc on est plus pour aider l'associé à rentrer en contact sur des populations qu'il connaît un peu moins bien, des secteurs qu'il connaît un peu moins bien, où justement il va sentir qu'il prend un peu moins de risques parce qu'il est plus dans un white space qu'il ne connaît pas. Et voilà, donc moi j'y crois beaucoup. J'ai pas encore, on l'a pas encore installé dans le cabinet, donc je vais pas trop fanfaronner. Ouais. Mais j'ai très envie de tester ça avec un associé un peu qui a envie, qui est un peu plus BD que la moyenne. Ouais. Là, on va le faire dans le conseil en strat. Ça va éclater. J'ai un gros cabinet et j'aimerais bien faire ça dans le cabinet avocat pour montrer que ça marche en fait. Et est-ce que tu arrives à faire des liens entre ce qui se passe sur nomination et ce qui est actualisé notamment sur les logiciels avocats? Je pense à Diapa, je pense à Cessib, je pense à Justisoft ou Dynamics. Est-ce que tu arrives à le faire? Par exemple, si je suis avocat associé, je mets en place l'automatisation de mail pour envoyer plusieurs messages et plusieurs contenus à des gens qui sont dans ma cible, on va dire les patrons de concession dans l'automobile. Donc j'envoie ça à tous les patrons de concession dans l'automobile. S'il y en a un qui me répond ou s'il y a quelque chose qui se passe, est-ce que je vais l'avoir sur mon ERP du quotidien ou pas du tout? Non. Non, non, actuellement c'est hors système. Il n'y a pas de synchro avec un CRM, mais vous l'avez sur HubSpot, vous l'avez sur. On l'a sur HubSpot, exactement, mais on l'a pas là-dessus. Un truc important, hein, c'est il s'agit pas d'envoyer ces séquences de mails, tout ça, à des milliers de personnes. Oui, j'entends bien. T'as une première séquence sur 37 personnes. T'as une deuxième séquence, tu peux les avoir en parallèle d'ailleurs, sur 128 personnes. Enfin, c'est du chirurgical. Et plus t'es chirurgical, plus t'es personnalisé, plus t'es pertinent, plus le mec derrière, plus ça répond. C'est comme si tu faisais des mails en one-to-one, mais c'est entre le one-to-one et le marketing, quoi. C'est vraiment du one-to super few, quoi. Ouais, tu vois, voilà. Donc, et là, on est en train d'installer des clients. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je suis très impatient qu'on installe ça dans le cabinet. Eh ben, moi aussi, je suis impatient de voir ça parce que nous aussi, on va pouvoir s'amuser si vous commencez à installer ça dans le cabinet d'avocat. On va pouvoir jouer un petit peu. Ouais, super. Serge, on arrive à la fin de notre entretien. On a pas mal discuté. Je t'ai déjà pris pas mal de temps. Est-ce que tu aurais, un mot de la fin pour les cabinets d'avocats ou pour tes équipes, pour qui tu veux? Je sais pas. Il y a le mot collectif qui me vient à l'esprit. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, plus on est connectés les uns aux autres, plus on est fort. C'est le principe d'un écosystème. Et l'écosystème, d'abord, il doit être en interne, quoi. Donc, il y a des cabinets qui sont dans ce move-là, d'autres qui le sont moins. Comme tu parlais des entités indépendantes c'est un peu chacun pour soi. Ouais. Je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir cette conviction que l'union fait la force, en fait. Et que de peur de perdre mes clients, je vais passer à côté d'une valeur. Et puis c'est ici et maintenant. En fait, il faut aujourd'hui créer des liens forts en interne, accepter de partager son business, ses contacts pour gagner plus, en fait. Mais c'est vraiment une histoire de. C'est passer de la milliardise à la pièce montée, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je la connaissais pas, celle-là. Serge, je te remercie pour le moment que tu as passé. Ouais, c'est sympa. Je te souhaite une bonne journée. Merci. Et j'espère que l'offre va cartonner dans les cabinets. Yes. Qu'on puisse s'amuser aussi un petit peu. Yes. Merci Valentin. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.